Par une matinée étouffante d'août 1893, le marché aux servantes et journaliers de Saint-Rémy-de-Provence vibrait d'un vacarme de cris, de sabots et d'odeurs de sueur mêlées à celles du foin et du vin aigre. Les cultivateurs venus de tout le pays d'Arles s'y pressaient, cherchant à recruter pour la saison des vendanges, et chacun jaugeait la vigueur des bras disponibles, comme on jauge un cheval ou un outil. Gélard Delmas, propriétaire du domaine de Montjardy, observait la scène avec un mélange d'ennui et d'amertume. Depuis la mort de sa femme Hélène 3 ans plus tôt, il n'avait plus qu'un goût amer pour la parole humaine, ne se consacrant qu'à la vigne et au livre de comptes, 2 univers prévisibles où les erreurs se corrigeaient à la sueur ou à la plume. Ce matin-là, pourtant, il avait quitté son domaine poussé par la nécessité. 2 de ses ouvriers avaient quitté Montjardy pour la ville, séduits par les salaires des usines de Marseille, et il lui fallait de la main-d'œuvre avant les vendanges. Il avait dans sa bourse à peine 30 francs, de quoi payer quelques journaliers médiocres. L'annonce d'une vente exceptionnelle de domestiques dans la cour de l'auberge du Lion d'Or avait éveillé sa curiosité. Les journaliers s'y tenaient debout, le regard fixe, comme des mannequins. Le crieur, un certain Vidal, faisait défiler les candidats, vantant leur santé, leur moralité, ou au contraire les bradant pour dette ou difformité. Quand il appela le numéro 37, il y eut un silence étrange. Une femme menue, couverte d'un voile gris, montait sur la petite estrade de pierre. Vidal expliqua d'une voix pressée qu'elle avait appartenu à une maison ruinée près d'Aix, qu'elle n'était bonne qu'à la cuisine ou au jardin, car son visage avait été brûlé. L'homme eut un geste dédaigneux. « 5 francs, messieurs !» Personne ne répondit. Le vent fit trembler les banderoles du marché, et Gérard sentit un malaise dans la foule, un recul presque superstitieux. 5 francs pour une femme encore jeune, debout, droite, silencieuse. Il leva la main presque par défi. « Adjugé à monsieur Delmas, domaine de Montjardy !» lança Vidal avec soulagement. Les regards se tournèrent vers Gérard comme s'il avait acheté une malédiction. Il regagna sa carriole, la femme derrière lui, toujours voilée. Le trajet jusqu'à Montjardy se fit sans un mot. Le Mistral s'était levé, soulevant la poussière des chemins, et les cigales hurlaient si fort qu'on n'entendait que leur stridulation continue. Gérard tenta quelques questions. « Vous savez cuisiner ? Vous avez déjà travaillé la terre ?» Mais elle ne répondit que par de brèves syllabes. « Oui, monsieur. » « Un peu. » Sa voix était douce, sans accent. Il nota qu'elle gardait les mains jointes, propres, presque fines, indignes d'une journalière. En arrivant à Domaine, il la confia à son régisseur, Étienne Barral, homme rude, ancien sergent d'Afrique, qui la toisa avec méfiance. « 5 francs, dites-vous ? Pour sûr, c'est qu'il y a quelque chose dessous. » Gérard lui ordonna de lui trouver une chambre dans l'aile abandonnée près des anciennes écuries et de la mettre à la cuisine dès le demain. Il ne demanda pas son nom et elle n'en offrit pas. Le soir, dans son carnet, Gérard écrivit seulement 5 francs pour une domestique sans visage. Je ne sais pourquoi j'ai levé la main. Les jours suivants, la femme travailla, sans plainte. On l'appela Élise, parce que la cuisinière vieille Adèle trouvait inconvenant de servir quelqu'un qu'on ne pouvait nommer. Élise cuisinait, lavait, sarclait, sans jamais relever son voile. Les ouvriers l'évitaient, chuchotant qu'elle portait la guigne. Pourtant, le domaine semblait plus calme, moins de querelles, moins d'accidents. Gérard, absorbé par ses vignes, n'y prêta pas attention, jusqu'à ce que sa fille cadette, Lucie, tombe malade à la fin du mois d'août. La fillette, 14 ans, d'ordinaire vive et joyeuse, se mit à souffrir de violents maux de tête, puis de crises, qui la laissaient inerte et livide. Le docteur Valéry, appelé de Tarascon, parlait d'une fièvre nerveuse et prescrit du laudanum. Rien n'y fit. En 3 semaines, Lucie dépérit, oubliant des mots, confondant les visages. Gérard, désespéré, pria, puis jura, puis ne parla plus. Un soir, Camille l'aînée suggéra qu'on demande conseil à Élise. « Elle connaît les plantes, père. Adèle dit qu'elle soigne les brûlures et les migraines avec des herbes qu'on ne trouve que dans les collines. » Gérard, homme de raison, haussa d'abord les épaules. Mais la nuit d'après, voyant Lucie délirer et appeler sa mère morte, il céda.
Il fit venir Élise dans la chambre. Elle entra, silhouette grise dans la lumière tremblante de la lampe, et s'assit près du lit. « Puis-je lui parler, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Lucie ouvrit les yeux, murmura « Ma main ?» Élise lui prit la main et posa l'autre sur son front. « Pas encore, mon enfant, pas encore. » Elle posa quelques questions simples, observa longuement les yeux de la malade, puis se tourna vers Gérard. « Quelqu'un lui donne à boire des infusions ? Sa sœur ? Et vous savez ce qu'ils contiennent ? Camille dit que ce sont des tisanes pour calmer. » Élise secoua la tête. « Votre fille est empoisonnée. Lentement, avec de l'aconite ou quelques plantes du même genre. Si on arrête maintenant, elle vivra. Sinon, elle mourra avant la lune prochaine. » Gérard sentit le sol se dérober. Du poison ? Chez lui ? Par qui ? Par Camille ? L'idée lui semblait monstrueuse. Mais la précision d'Élise, son ton sans tremblement, imposait la crédibilité. Elle dicta des consignes. Ne rien donner à boire à Lucie que de l'eau fraîche. Jeter l'odanium, brûler les herbes suspectes et garder la chambre close. Elle promit de préparer une décoction pour neutraliser le venin. 3 jours plus tard, Lucie allait mieux. Sa peau reprit couleur, ses cris cessèrent. Le docteur Valéry parlait d'une rémission spontanée. Gérard ne dit rien, mais il sut. Il sut aussi qu'il devrait désormais surveiller Camille, car dans le regard de l'aîné, il apercevait une peur mêlée de haine, et chaque fois que Élise passait dans la cour voilée et muette, Camille détournait les yeux comme d'un spectre. Et ce fut ce regard-là, plus que la maladie guérie, qui fit naître dans la maison de Montjardy le véritable mal dont nul médecin n'allait pouvoir délivrer la famille Delmas. Les vendanges avaient commencé sous un ciel blanc qui écrasait les collines et faisait miroiter les feuilles des vignes comme des miroirs vivants. Et malgré la fatigue et la chaleur, le domaine semblait respirer un ordre nouveau. Les hommes travaillaient sans querelle, les pressoirs ne fuyaient plus, les outils disparaissaient rarement. On disait que c'était depuis qu'Élise était entrée à la cuisine, et dans les villages alentours, on murmurait que le domaine Delmas avait trouvé sa bonne étoile. Gérard, homme de chiffres et de terre, se surprenait à croire à cette chance inespérée, tout en redoutant ce qu'elle cachait. Lucie reprenait lentement des forces, mais son regard semblait avoir changé, plus attentif, plus grave, comme si elle avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait raconter. Camille, en revanche, se refermait jour après jour, fuyait sa sœur, évitait son père, parlait à voix basse avec le vieux régisseur Étienne, qui, lui aussi, observait Élise avec un mélange de méfiance et de fascination. L'étrangère travaillait du matin au soir, souvent seule dans le jardin d'herbe où elle faisait sécher des bouquets de sauge, d'armoise et d'angélique. Elle notait parfois des signes étranges sur des papiers jaunis qu'elle brûlait aussitôt, et les servantes juraient l'avoir vue parler aux abeilles. Un soir, Gérard, revenant du chai, la surprit agenouillée près du puits. Elle y déposait quelque chose dans l'eau, peut-être des fleurs, peut-être des cendres. Lorsqu'il la questionna, elle répondit calmement « Je rends ce qui doit retourner à la terre ». Il n'osa pas insister. Le lendemain, le capitaine Morel, propriétaire voisin et ami de longue date, vint lui rendre visite sous prétexte d'échanger sur la récolte. Après quelques banalités, il se pencha vers lui. « On dit, Delmas, que tu abrites chez toi une femme dangereuse, une de ces guérisseuses qui trafiquent avec le diable, ou la police, selon les besoins. » Gérard éclata de rire, mais son rire sonna faux. Morel poursuivit. « Je ne te parle pas en bigot, simplement, fais attention, ces créatures-là attirent toujours les ennuis. Et si la rumeur atteint Marseille, les curés et les journaux feront de ton domaine un scandale. » Gérard promit de rester vigilant, mais au fond de lui, une autre peur naissait, celle de perdre l'ordre fragile que la présence d'Élise semblait avoir imposé. La nuit, il rêvait d'elle sans visage, d'un voile flottant au-dessus du lit de sa fille, d'un souffle qui disait son nom. Un dimanche, en octobre, alors que le Mistral hurlait autour de la maison, Camille fit une crise d'hystérie. Elle jurait qu'Élise se glissait dans sa chambre la nuit, qu'elle changeait de forme, qu'elle la regardait avec le visage de Lucie. Gérard, furieux, ordonna qu'on ne laisse plus Élise approcher des chambres. L'intéressée ne protesta pas, elle continua à travailler comme si rien ne s'était passé. Mais dans les jours suivants, les animaux du domaine devinrent nerveux. Les chevaux refusaient l'écurie, les chiens hurlaient à la tombée du jour,
et un ouvrier jura avoir vu une lueur bleue dans la grange abandonnée. Étienne Barral, superstitieux, alla trouver son maître. « C'est la femme, patron. Elle porte quelque chose en elle. On devrait la renvoyer avant que tout tourne. » Gérard répondit sèchement qu'il ne renverrait pas celle qui avait sauvé sa fille. Pourtant, le doute s'insinuait. Une nuit, incapable de dormir, il descendit à la cuisine. Élise y préparait une infusion pour Lucie, bien qu'on lui eût interdit d'approcher la jeune fille. Il lui demanda pourquoi. Elle répondit « Parce que votre maison se fissure et que je ne veux pas qu'elle s'écroule. » Alors, elle leva lentement le voile. Gérard resta pétrifié. Elle n'avait aucune brûlure. Son visage était d'une beauté étrange, presque trop nette, comme s'il appartenait à plusieurs personnes à la fois. Ses yeux d'un gris clair semblaient absorber la lumière. Il sentit à vertige. Elle remit le voile sans un mot, et il recula, honteux d'avoir voulu comprendre. Le lendemain, Morel revint, plus nerveux encore. « Tu ne me croiras peut-être pas, Nemasse, mais 2 hommes de la gendarmerie d'Arles posent des questions sur ta domestique. Ils disent qu'elle serait mêlée à une histoire d'empoisonnement dans le Vaucluse, qu'une femme du même âge aurait échappé à une arrestation. On l'appelait la liseuse d'ombre. » Gérard pâlit, ce surnom lui semblait trop juste. Il ordonna au capitaine de garder le silence. Puis, il confronta Élise dans le jardin. Elle ne nia rien. « Oui, on m'a accusé d'avoir donné la mort à un homme cruel. Je l'ai seulement guéri trop tard. Les gens voient ce qu'ils veulent. » Devant cette assurance, Gérard comprit qu'il ne parviendrait jamais à percer ce mystère. Mais il savait aussi qu'elle détenait une vérité plus vaste que la sienne, et cette vérité, il la craignait autant qu'il la désirait. Les semaines passèrent. Lucie, désormais presque rétablie, se mit à passer du temps après d'Élise dans le jardin d'herbe. Camille, en revanche, sombra dans une fièvre de rancœur. Un soir, elle entra dans la chambre de sa sœur avec une carafe de lait et, surprise par son père, laissa tomber le récipient. L'odeur d'amande amère envahit la pièce. Gérard la gifla. Elle hurla qu'il aimait davantage cette sorcière sans visage que sa propre fille. Le lendemain, Camille partit à cheval vers Tarascon, disant qu'elle rejoindrait des cousins. Elle n'y arriva jamais. On retrouva sa monture près du Rhône, mais d'elle, aucune trace. Le capitaine Morel parla d'un accident, Étienne d'un châtiment. Élise ne dit rien, sinon, la rivière ne garde pas toujours ce que l'on y jette. Après cette disparition, Gérard s'enferma dans son bureau, et Lucie demeura silencieuse, comme vidée. Le domaine, lui, prospérait, les récoltes furent excellentes, les dattes presque effacées. Pourtant, chaque soir, un frisson traversait Montjarry, comme un souffle d'hiver au cœur de l'été. Ceux qui y vivaient savaient, sans le dire, qu'une force y veillait, ni bonne ni mauvaise, simplement plus ancienne que leur prière. Et au centre de ce silence, sous son voile gris, Élise continuait à servir le vin, les mains calmes, les yeux absents, tandis que dans la vallée, les rumeurs prenaient racine. On disait que la femme de 5 francs voyait les âmes avant qu'elle meure, et que celui qui croisait son regard ne pouvait plus mentir sans se perdre. L'hiver tomba sur la Provence comme un couvercle de plomb. Le Mistral glaçait les pierres, les vignes dormaient sous un voile de givre, et dans la grande bâtisse de Montjarry, on n'entendait plus que le craquement du bois dans la cheminée et parfois le pas mesuré d'Élise glissant sur les dalles du couloir, silhouette grise devenue indispensable et inquiétante à la fois. Depuis la disparition de Camille, Gérard vivait dans un silence qui n'était ni chagrin ni paix, mais une sorte de suspension du temps, comme si chaque jour n'était qu'une répétition du précédent. Lucie, elle, semblait grandir d'un coup. À 15 ans, son regard était celui d'une femme qui sait déjà trop. Elle ne parlait jamais de sa sœur, mais un soir, devant le feu, elle dit à son père « Camille n'est pas morte, je la vois dans mes rêves, elle marche sous l'eau et rit. » Gérard voulut la gronder, mais il n'eut dans sa bouche qu'un soupir. Depuis quelques semaines, des lettres anonymes arrivaient au domaine, venues d'Arles ou d'Aix, signées d'un simple R. On y parlait d'une Élise d'Argent, autrefois employée comme gouvernante chez un notaire, accusée d'avoir ensorcelé le fils de la maison et causé sa mort par science occulte. Gérard déchira les missives, les jetant au feu, mais chaque fois, le papier se tordait dans la flamme en dessinant fugacement une forme de visage féminin qui semblait le regarder. Un après-midi de janvier, le docteur Valéry revint, prétextant une visite de routine. Il avait appris la rumeur de Camille et s'inquiétait pour la santé morale de la famille. Gérard le reçut froidement, mais le médecin, avant de partir, glissa « Je ne juge pas, mais souvenez-vous, certaines femmes savent se rendre indispensables jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre qu'elles. » Ces mots s'accrochèrent à la conscience de Gérard comme une écharde. Ce soir-là, il monta dans le grenier, là où Hélène, son épouse morte, rangeait autrefois ses coffres.
En cherchant un carnet, il trouva sous la poussière une boîte de fer contenant des feuillets de sa main, des recettes d'herboristerie, des notes sur les cycles lunaires, et sur la dernière page cette phrase « La femme aux yeux d'orage viendra, et tout ce qui dort s'éveillera ». Il resta pétrifié, incapable de comprendre comment Hélène avait pu écrire cela avant sa mort. Était-ce une prophétie, un délire? Il redescendit et trouva Élise dans la cuisine, préparant une tisane pour Lucie. « Qui êtes-vous » demanda-t-il enfin. Elle releva le voile et le fixa longuement. « Je suis ce que vos ancêtres ont oublié, monsieur Delmas, la mémoire que les hommes ont brûlée pour se croire purs. » Puis elle remit son voile et sortit. Gérard, secoué, décida d'enquêter. Il se rendit à Saint-Rémy, questionna Vidal, le crieur du marché. L'homme blême jura qu'il n'avait jamais vu cette femme avant le jour de la vente. « Un homme l'avait déposée à l'aube, dit-il. Il m'a payé pour la vendre, puis il est parti. Je ne l'ai jamais revu. » Comment s'appelait-il ? Il ne s'est pas nommé. Sur la route du retour, Gérard eut l'impression d'être suivi. À chaque virage, un cavalier restait à distance, silhouette noire contre le ciel. Quand il accélérait, l'autre disparaissait, puis réapparaissait plus loin. Ce n'est qu'en franchissant la grille de Montjarry qu'il osa se retourner. Il n'y avait rien, sauf une brume épaisse montant des champs. Cette nuit-là, il entendit des pleurs dans la chambre de Lucie. Il accourut. La jeune fille dormait, mais parlait dans son rêve. « Elle m'appelle, père. Elle veut que je descende à la rivière. » Il tenta de la réveiller, sans succès. Au matin, les marches de la terrasse portaient des traces de pieds nus, menant vers l'eau. Lucie était saine et sauve, mais ses draps étaient trempés comme si elle revenait de la rivière. Étienne, terrifié, annonça qu'il quittait le domaine. « Il y a des choses ici que je ne peux pas regarder, monsieur. » Gérard le laissa partir sans un mot. Dans les jours suivants, des étrangers commencèrent à rôder autour de Montjarry. Un antiquaire de Nîmes, un prêtre défroqué, même un journaliste venu de Paris. Tous, sous des prétextes divers, posaient la même question. Est-il vrai qu'une femme vit ici, capable de guérir les corps et de troubler les âmes ? Gérard les chassa tous, mais leur insistance le rendit malade. Une nuit d'orage, alors qu'il errait dans les couloirs, il surprit Élise devant le portrait d'Hélène. La lampe faisait danser les ombres, et il crut voir le visage peint changer, sourire. « Elle vous ressemble » murmura-t-il. Élise répondit « Non, c'est elle qui me ressemble. » Puis elle disparut dans la pénombre. Dès lors, la frontière entre rêve et veille se brouilla. Gérard voyait Hélène dans chaque reflet, et Lucie, désormais éveillée, paraissait la reconnaître aussi. « Elle revient, père, » dit-elle en matin. « Mais ce n'est pas maman, c'est l'autre. » Le domaine s'emplissait de murmures que le vent ne pouvait pas emporter. Les horloges s'arrêtaient la nuit. Les miroirs se couvraient de buée, même sans feu. Gérard tenta de prier, mais les mots lui échappaient. Il alla trouver Élise et la suppliait « Si vous avez amené quelque chose ici, reprenez-le. » Elle secoua la tête. « Je n'ai amené que la vérité. Et la vérité ne repart jamais. » Le lendemain, on retrouva dans le puits un pendentif en argent que portait jadis Camille. Lucie affirma qu'elle l'avait vu flotter à la surface avant de disparaître de nouveau dans l'eau noire, et quand Gérard, fou de chagrin, vut descendre dans le puits, Élise lui empêcha d'un mot. « Ne regardez pas le fond, monsieur, ou le fond vous regardera. » C'est à partir de ce jour que Montjarry cessa d'être un domaine. Il devint un lieu qu'on contournait, un nom qu'on murmurait. On disait qu'au crépuscule, une femme voilée montait sur la terrasse et parlait à quelqu'un qu'on ne voyait pas, que la plus jeune fille de Delmas riait seule dans le jardin et que le maître enfermé dans son bureau écrivait chaque nuit des pages qu'il brûlait à daube. Et nul ne savait encore que ces pages formeraient plus tard ce qu'on appellerait le journal de Montjarry, l'un des documents les plus étranges de la fin du siècle. On retrouva le premier cahier dans le double fond d'un secrétaire, beaucoup plus tard, en 1911, lorsque les nouveaux propriétaires de Montjarry décidèrent de restaurer la maison abandonnée. Les pages, mangées de rousseur, portaient une écriture nerveuse et parfois illisible, celle de Gérard Delmas. Il y racontait la lente désagrégation de son esprit, ou peut-être de la réalité elle-même. L'hiver 1894 avait commencé sous de mauvais auspices, le Rhône débordait, la fièvre emportait le bétail, et Lucie se réveillait chaque nuit à la même heure, affirmant entendre sa sœur chanter dans la cour. « Je l'entends sous la terre » écrivait Gérard. « Elle me parle à travers les pierres. »
Il notait aussi les étranges visites reçues. Un homme venu de Lyon, se disant chimiste, offrit une somme considérable pour observer la servante. Une femme voilée déposa une croix de fer devant la porte avant de disparaître. Gérard tenta de maintenir un semblant de raison. Il fit venir le curé de Saint-Étienne-du-Grès pour bénir la maison. Pendant la cérémonie, le prêtre s'interrompit soudain, fixant Élise et déclara d'une voix blanche « Je ne peux pas. Ce lieu n'est pas sous ma garde. » Puis il partit sans bénédiction. Les ouvriers refusèrent de revenir, les champs se couvrirent de ronces et seuls demeuraient, dans la grande bâtisse, Gérard, Lucie et la femme de 5 francs. Au fil des pages, l'écriture du maître devenait plus tremblée. « Elle n'a pas vieilli », note-t-il. « Ses gestes sont les mêmes, ses yeux ne connaissent pas la fatigue. » Il croyait parfois voir dans son visage des traits d'Hélène. D'autres jours, c'était celui de Camille, puis le sien propre. Il finit par la supplier « Dites-moi ce que vous êtes. » La réponse, retranscrite mot pour mot, tache l'encre d'une coulée d'eau. « Je suis la somme de vos morts. » Après cette phrase, plusieurs feuillets furent arrachés. Les suivants reprennent en avril. Gérard raconte une nuit de tempête où il surprend Lucie au jardin, pieds nus dans la boue, tendant les bras vers Élise. Elle me disait « Viens, ma petite sœur, je t'attends. » Il l'enferma dans sa chambre, mais le lendemain, la serrure était intacte et la pièce vide. Sur la table, un miroir brisé reflétait encore une mèche de cheveux. Le père chercha 3 jours, fouilla les rives, alerta Morel. Aucun corps ne fut trouvé. Dans le journal La Folie à fleurs, il s'adresse à Hélène, lui reproche de l'avoir laissée seule avec celle qui sait tout des visages. Les dernières lignes datent du 2 mai 1894. Elle m'a demandé ma signature sur un papier. Elle dit que c'est pour sa liberté. J'ai signé. Elle a dit « Maintenant je pars ». Puis plus rien, sinon une phrase écrite d'une autre main, fine et régulière. Je n'ai pas pris leur vie, je leur ai rendu ce qu'ils craignaient de voir. On suppose que Gérard est mort peu après, peut-être d'épuisement, peut-être de remords. Les témoins d'alors rapportèrent qu'un matin, la porte du domaine s'ouvrit d'elle-même. La maison était vide, mais le bureau contenait un acte daté et scellé. Affrantissement d'une certaine Élise d'Argent, née à Lyon en 1864, libérée de tout lien envers la maison d'Elmas en reconnaissance de services rendus. Aucune trace de la servante ne fut jamais retrouvée. Les années passèrent, Montjarry tomba en ruine et les paysans évitaient le chemin. Pourtant, les nuits de vent, on prétendait entendre un pas légir sur la terrasse, comme celui d'une femme qui attend encore qu'on tienne parole. En 1911, le journaliste Paul Dubrel, chargé d'écrire un article sur les demeures hantées du Sud, visita les ruines et découvrit le cahier. Son récit, publié dans Le Matin sous le titre « Le journal de Montjarry », provoqua un scandale. Les rationalistes crièrent à la supercherie. Les spirites y virent la preuve d'une âme miroir, capable de révéler à chacun sa propre noirceur. Dubrel affirma que, la veille de son départ, il avait dormi dans la grande chambre et qu'au milieu de la nuit, il avait senti une main froide effleurer sa mienne, puis une voix chuchotée « Vous écrirez ce que je veux ». Il mourut 6 mois plus tard d'une infection pulmonaire, après avoir brûlé toutes ses notes. L'article disparut des archives du journal, seules quelques coupures jaunies circulèrent parmi les collectionneurs d'histoires étranges. Aujourd'hui encore, le mystère persiste. Certains pensent qu'Élise n'était qu'une jeune veuve traquée, d'autres une illusion collective née de la solitude et du deuil. Mais dans les villages de Provence, on raconte qu'à chaque génération, une enfant des yeux gris naît près du Rhône et qu'elle parle avant même de marcher d'une maison où la vérité ne se cache plus. Et quand le vent d'hiver se lève, faisant gémir les volets des fermes, on croit entendre, mêlé à son souffle, un murmure obstiné. 5 francs, c'est peu pour acheter une âme. Le 12 février 1938, un train venu d'Avignon s'arrêta dans la petite gare de Saint-Rémy, laissant descendre une jeune femme aux cheveux sombres et au regard trop clair pour le pays. Elle s'appelait Claire d'Argent. Institutrice nommée par hasard dans le canton, disait-elle, mais les plus anciens du village murmurèrent aussitôt que le hasard n'avait jamais posé le pied à Montjarry sans raison. Claire ignorait encore tout de cette histoire quand, en cherchant un logement, elle découvrit que la vieille maison abandonnée appartenait toujours à l'État, classée comme bien sans héritier depuis la mort du dernier régisseur. Les murs croulaient, mais la toiture tenait.
Elle obtint la permission d'y loger quelque temps. Les premières nuits furent paisibles, elle lisait à la lueur d'une lampe à pétrole, notait dans son carnet des impressions de campagne, les parfums de lavande sèche et de fumée, les chouettes dans les oliviers. Puis, peu à peu, quelque chose changea. Les portes se refermaient d'elles-mêmes, les pendules se remettaient à battre, une voix de femme chantait dans le couloir une berceuse qu'elle reconnaissait sans l'avoir jamais entendue. Un soir, en fouillant un placard dissimulé par un pan de tapisserie, elle trouva un vieux cadre contenant une photographie effacée. Un homme barbu, 2 jeunes filles, et derrière eux, une femme voilée. Le dos portait une annotation à l'encre. Montjarry, 1893. Claire sentit un frisson lui courir le long des bras. Elle connaissait ce nom. Son grand-père, avant de mourir, lui avait murmuré souvent « Éloigne-toi de Montjarry, c'est là que notre nom a brûlé ». Elle comprit alors que le sang d'Élise coulait peut-être dans ses veines. La nuit suivante, elle rêva qu'une silhouette se penchait sur elle et lui murmura « Tu es revenu, enfin ». Au matin, elle décida de partir, mais la route était coupée par un glissement de terrain. Le maire lui proposa de loger chez une vieille veuve, mais Claire refusa. Quelque chose en elle voulait comprendre. Elle entreprit de nettoyer la maison, pièce après pièce, découvrant sous les couches de poussière des fragments de vie, un peigne d'ivoire, une mèche de cheveux, un cahier brûlé sur les bords. En le feuilletant, elle reconnut la même écriture tremblée que celle d'un article ancien qu'elle avait lu aux archives d'Arles, le journal de Montjarry. Plus elle lisait, plus elle sentait une présence derrière elle. Les phrases semblaient se compléter d'elles-mêmes, comme si la plume invisible d'un mort reprenait son souffle à travers elle. Une nuit, alors qu'elle écrivait à la lampe, la porte s'ouvrit sans bruit. Une femme voilée entra, s'arrêta près de la table. Claire voulut crier, mais la peur resta coincée dans sa gorge. La femme leva lentement le voile. C'était son propre visage, plus pâle, plus ancien. « Je ne suis pas ton ombre, » dit-elle. « Je suis ta mémoire. » Puis elle tendit la main vers le carnet. « Écris ce que je n'ai pas pu écrire. » Et elle disparut. Les jours suivants, Claire tomba malade. Une fièvre étrange, ni douleur ni faiblesse, plutôt un excès de clarté. Dans ses délires, elle revoyait des scènes qu'elle n'avait jamais vécues. L'achat au marché, les cris, la rivière, le voile. Elle se mit à noircir des pages entières, des dialogues, des dates, des confessions qu'elle ne comprenait pas. Lorsqu'elle alla en ville pour acheter du papier, le libraire l'interrogea. « Vous écrivez un roman, mademoiselle ?»« Non, un souvenir. »« À votre âge, vous avez déjà tant vécu ?»« Je ne vis pas, je me souviens. » Le soir, un orage éclata. Terrible. Les habitants dirent avoir vu la foudre frapper la maison 3 fois sans l'enflammer. Le lendemain, Claire n'était plus là. Sur la table, un manuscrit soigneusement relié portait pour titre « La femme de 5 francs ». Aucune trace d'elle dans la région. Sauf, sur le chemin du Rhône, une empreinte de pieds nus figée dans la boue séchée. L'ouvrage fut découvert des années plus tard, en 1951, par un historien local qui le publia dans une revue ésotérique. Il y voyait une fiction symboliste écrite sous transe. Mais certains lecteurs reconnurent des lieux, des noms, des détails exacts qu'aucun auteur de salon n'aurait pu inventer. On chercha l'identité de Claire d'Argent. Son dossier d'institutrice existait bien, mais son acte de naissance manquait, remplacé par une note marginale « Enfant recueilli sans filiation connue ». Dès lors, la légende reprit vie. Dans les bals du samedi soir, les jeunes filles se racontaient que si l'on prononçait 3 fois le nom d'Élise devant un miroir, on voyait le visage qu'on aurait eu si l'on avait vécu un autre siècle. Les vieux juraient qu'au crépuscule, sur les terres de Montjarry, une lampe s'allumait encore à la fenêtre du bureau et que, parfois, la lueur dessinait l'ombre d'une femme penchée sur une page. On disait aussi que quiconque lisait à voix haute la dernière phrase du manuscrit entendait une réponse dans le vent. Cette phrase, écrite d'une main qui n'était ni celle de Gérard ni celle de Claire, disait simplement « Je n'ai jamais appartenu à personne, sauf au silence qui m'a inventé. » En septembre 1987, un réalisateur de documentaires nommé Julien Marval décida de tourner un film sur les légendes du sud de la France, et son choix se porta sur Montjarry, la maison fantôme dont on murmurait qu'aucune caméra n'y fonctionnait plus de 10 minutes sans que la pellicule se voile. Marval, rationaliste et un peu vaniteux, n'allait peur de rien. Il arriva un matin de Mistral avec son équipe, 6 techniciens, un prêtre exorciste pour la couleur locale
et un magnétophone dernier cri. Ce qu'il ignorait, c'est que la clé du portail rouillé reposait encore sous une pierre gravée des initiales E.D. La porte s'ouvrit d'elle-même, et tous sentirent cette odeur âcre de poussière mêlée à quelque chose de plus doux, comme du miel brûlé. Les premières heures furent banales. Installation, plan du jardin envahi, interview des habitants du village. Mais à la tombée du jour, les caméras commencèrent à enregistrer des anomalies. Bruit d'eau, murmures, images inversées où le visage de Marval apparaissait vieilli, presque calciné. Le prêtre refusa de rester. « Il y a ici quelque chose qui n'a jamais été baptisé », dit-il avant de s'enfuir. Marval, lui, s'obstina. En explorant le bureau, il découvrit un miroir ovale recouvert d'un voile de toile grise, oublié derrière une bibliothèque. Le tissu portait encore des taches d'encre et une inscription à peine lisible. « Ne regarde pas sans savoir ton nom ». Fasciné, il le nettoya, plaça la caméra face à la glace et s'assit. Sur l'écran, son reflet tarda à apparaître. À la place, on distinguait une silhouette féminine qui levait lentement la main. Il crut d'abord à un effet de lumière. Puis la silhouette parla. « Tu veux la vérité ? Regarde. » Ce fut la dernière image nette du film. On retrouva Marval le lendemain matin, vivant mais incapable de parler, assis sur le seuil de la maison, les yeux fixés sur le vide. La bande enregistrée fut envoyée à Paris pour analyse. Le son contenait, superposé au souffle du vent, une voix murmurant en ancien français « 5 francs pour un monde. C'est un bon prix. » Le film ne fut jamais diffusé, mais des copies circulèrent clandestinement, inspirant des artistes, des musiciens, des écrivains. Parmi eux, une romancière nommée Ariane d'Argent, descendante supposée de Claire, publia en 1992 un livre intitulé « Le miroir et la cendre ». Elle affirma dans les interviews que tout ce qu'elle avait écrit lui venait en rêve. « Elle me parle la nuit, disait-elle. Elle me dicte les phrases. » On l'a pris pour une mystique excentrique, jusqu'à ce qu'on découvre qu'aucune Ariane d'Argent n'existait à l'état civil. Le manuscrit avait été livré par courrier anonyme à la maison d'édition. Le texte reprenait, presque mot pour mot, certains passages du journal de Gérald Delmas, y ajoutant une conclusion inédite, la confession d'Élise elle-même. Elle y racontait qu'elle n'était ni sainte ni démon, mais un écho de toutes celles qu'on avait brûlées pour avoir su guérir, parler, penser. « Je ne suis pas née, j'ai été rappelée », écrivait-elle. « Chaque siècle me redessine à son image. Esclave, servante, veuve, fille, fantôme. Les hommes me donnent un autre nom, mais le prix reste le même. » À la fin du livre, une adresse figurait en bas de page. Montjarry, toujours. Des curieux s'y rendirent, trouvant la bâtisse rasée depuis des années. Pourtant, certains affirmaient avoir vu, au crépuscule, une silhouette marcher sur la terrasse disparue, tenant dans ses mains un cahier dont les pages s'envolaient vers le Rhône. Le fleuve les emporta, mais on raconte que certains fragments réapparurent plus loin, jusque sur les berges de Lyon, écrits d'une encre qui ne se dissout pas. En 2012, une équipe de chercheurs tenta de vérifier scientifiquement la légende. Ils utilisèrent des capteurs thermiques, des drones, des enregistreurs. Rien. Sinon un son persistant sur toutes les fréquences, un souffle qui se confondait avec le vent, et parfois un mot, à peine perceptible, voile. En étudiant de métadonnées sonores, ils découvrirent que le signal provenait de coordonnées précises. 43°45 nord, 40°49 est, exactement l'emplacement du puits de Montjarry. Le rapport fut classé confidentiel, mais une copie fuita sur Internet, devenant virale. Des milliers de visiteurs affluèrent sur le site, filmant des vidéos, cherchant des preuves. Aucun n'en rapporta vraiment, sinon des images floues et un sentiment d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Depuis, le lieu est interdit d'accès. Pourtant, des fleurs fraîches apparaissent parfois à l'aube, posées sur la pierre du puits sans trace de pas alentour. Certains disent qu'une femme aux yeux gris les dépose, d'autres qu'il s'agit d'un simple courant d'air transportant des pétales. Mais ceux qui ont entendu sa voix affirment qu'elle ne hante pas. Elle attend. Pas une âme perdue, mais un souvenir en suspens. Et quand le vent du Rhône traverse la vallée, portant les parfums de thym et de cendre, il semble répéter pour qui s'est écouté « 5 francs, c'était peu. Pourtant, c'est le prix du monde. » Ainsi s'achève l'histoire de Montjarry, ou peut-être recommence-t-elle chaque fois qu'un regard s'attarde trop longtemps sur un visage de femme qu'il croit connaître. Car nul ne sait encore si Élise d'Argent fut réelle, ou si elle n'était que la forme que prend la vérité lorsqu'on lui demande un nom. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque siècle, une main invisible ouvre le livre et écrit sur la première page blanche ces mots qui ne s'effacent jamais. « Je suis ce que vous craignez de voir. Vous m'avez acheté pour 5 francs, mais vous me paierez pour toujours. »